Blanche-Neige, un conte que nous croyons tous connaître. Une princesse, une pomme empoisonnée, 7 nains et un prince charmant. Une simple histoire pour enfants? Pas vraiment. Derrière ce récit familier se cache un réseau complexe de symboles ancestraux, un véritable trésor de sagesse oubliée que les adaptations modernes ont progressivement effacé. Dans cette vidéo, nous allons décrypter ensemble les couches cachées de Blanche-Neige. Nous remonterons aux sources du conte des frères Grimm et découvrirons comment cette histoire millénaire pourrait contenir des références étonnantes à l'alchimie, à la tradition chrétienne et même à Marie-Madeleine. À l'heure où les nouvelles adaptations, comme le récent film live-action de Disney, semblent avoir perdu toute connexion avec le sens profond de cette histoire, il est temps de redécouvrir la véritable puissance de Blanche-Neige. Bienvenue sur Myst, où nous dévoilons les vérités cachées derrière les histoires que vous pensiez connaître. Bonjour Mika. Salut. Comment tu vas? Bonjour. Bonjour à tous. Et du coup, on va parler de Blanche-Neige. Donc, Blanche-Neige, avant de se plonger complètement dans l'analyse symbolique de Blanche-Neige, on va déjà vérifier un peu les différentes versions du conte des frères Grimm, donc publié en 1812, qui est plus sombre que le film d'animation qu'on connaît tous de 1937. D'ailleurs, la mère biologique de Blanche-Neige meurt en lui donnant naissance directement. Donc ça, déjà, on part sur un postulat déjà très, très noir. Un an plus tard, son père se remarie avec une femme, donc la belle-mère de Blanche-Neige, on est d'accord, ce sera la méchante de l'histoire, avec, on dit donc, une beauté exceptionnelle, une vanité sans limite. La particularité, c'est que cette version originale des frères Grimm, la belle-mère demande le foie et les poumons de Blanche-Neige pour les manger. Donc on verra après, au niveau symbolique, ce que ça donne, hein, parce qu'on est d'accord que on pourrait juste lui montrer et directement dire bon d'accord, maintenant elle est décédée, mais non, là ce serait vraiment pour manger, donc vraiment ingurgiter Blanche-Neige pour s'approprier sa beauté. Voilà. Blanche-Neige n'est pas réveillée par un baiser du prince, on verra ça après. Il y a aussi le fait que la version animée de Disney de 1937 a considérablement adouci l'histoire pour rendre un peu plus adapté aux enfants, on est d'accord, créant aussi les 7 nains avec des personnalités distinctes. Donc il y a Prof, Grincheux, Dormeur. En tout cas, c'est Walt Disney qui a donné les noms aux 7 nains parce que voilà, ils étaient un peu tous pareils. Dans le conte des frères Grimm, les frères Grimm n'ont pas donné vraiment de personnalité, on va dire, aux 7 nains. Donc, et ensuite, du coup, après toutes ces adaptations, parce que depuis 1937, finalement, on n'a plus rien eu, au live action de Disney, donc qui est sorti il y a quelques semaines, quelques mois. Beaucoup de polémiques autour de ce film, mais on va voir aussi pourquoi symboliquement ce film ne veut rien dire en fait. On va voir ça. Pourquoi ce film s'est complètement séparé donc du symbolisme original, parce qu'on verra que ce soit du conte des frères Grimm ou de l'adaptation de Walt Disney de 1937, il y a du symbolisme et tout a un sens. Alors que le live action de Disney, finalement, n'a pas grand-chose à dire finalement. On a oublié tout ce qui est symbolique et finalement, on se retrouve avec un film assez terne, on ne sait pas trop ce que ça veut raconter, quoi. C'est assez limité en termes de profondeur et de symbolique concernant le live action. Ce qu'on pourrait dire par contre, c'est là, si on veut vraiment rajouter une petite note positive, hein, ça serait surtout de dire que c'est assez bien fait en fait au niveau graphisme. C'est plutôt bien fait. Les 7 nains, j'étais choqué, moi. Mais après, une fois que tu y es, tu commences un peu à t'y faire. Mais au début, les effets spéciaux, ça peut aller, tu vois. Après, bien entendu, tu vois que c'est de la CGI, évidemment. Oui. Mais c'est vrai qu'ils sont loin d'être mignons. Voilà. Ouais. C'est pas comme tu l'as dit, il faut un petit peu peur. Mais bon. Je comprends pas. Alors, je sais qu'il y a eu la polémique avec Peter Dinklage qui a dit que c'était un
c'était pas possible de mettre des nains en 2025 qui habitaient dans des grottes, tout ça. Mais on n'a rien dit au niveau du Seigneur des Anneaux. Et d'ailleurs, au Seigneur des Anneaux, c'était même pas des vrais nains, du coup. Ils ont fait en sorte que ce soit C'est ça, de la disproportion au niveau de la taille, mais c'est tout. ouais, Donc on aurait pu faire autre chose, mais je sais pas. Alors que oui. la seule possibilité pour eux, c'était soit de prendre des nains, soit de les faire en CGI. Mais il y avait d'autres techniques. Enfin, je sais pas, je comprends. Oui, c'est vrai qu'ils ils sont pas allés voir les autres techniques finalement qu'ils auraient pu adapter de cette manière. C'est certain, c'est clair. Bah bon, c'est Bon. à la place il y a eu des bandits, c'est 7 bandits contre 7 nains. Oui, alors du coup, il y a le chiffre 7 qui revient souvent. Du coup, bon, on Mmh. sait tous que ils comprennent plus trop on comprend plus trop le sens du mot 7 maintenant, hein, du Ouais. chiffre 7. Mais on verra dans la suite de cette vidéo pourquoi le chiffre 7 est symbolique. Ah bah moi je Bien. connais quelqu'un qui serait partant pour te faire tout un exposé sur le chiffre 7. Il pourrait venir, il pourrait intervenir, il n'y a pas de problème. Hein. Du coup, on va parler aussi non seulement de symbolisme, donc de chiffres symboliques, mais surtout aussi, on va parler de symbolisme religieux aussi, au niveau catholicisme, car Blanche-Neige pourrait être considérée comme Marie-Madeleine. On verra ça plus tard, on verra quelle théorie peut aller dessus. Mais en tout cas, au début, qu'est-ce qu'on va dire dessus? Blanche-Neige, pourquoi Blanche-Neige? C'est quand même une répétition, quand même, donc blanc comme neige. Mais il y a quand même une certaine forme de redondance. Alors, tu peux m'expliquer, Mika, pourquoi Blanche-Neige? Bah, déjà, en fait, l'étymologie du nom, enfin déjà au niveau blanche, parce qu'il y a, comme je te dis, il y a une répétition entre blanche et neige, puisqu'on sait que la neige c'est blanc. Mhm. Euh, Totalement. En fait, le mot blanc viendrait donc du germanique qui est blanc, qui veut dire sans tache, clair, brillant. Mais il y a aussi un deuxième sens qui est intéressant, qui veut dire nu, D'accord. donc être nu. Ça peut éventuellement donc nous renvoyer à, à, cette, euh, à cette allégorie qu'on retrouve dans la Bible avec Mhm. Adam et Ève qui Ok. sont tous les deux nus, ainsi que le serpent. Exactement. Voilà. Et pour le mot neige, on va avoir tout un. Alors ça va plus être au niveau du vieux français avec le mot noax, donc pardon noafs, pardon. Avec Mhm. le mot, ça va être du vieux français qu'on retrouve dans le mot donc noaf ou neif, et alors qui vont certains en fait vont le fusionner avec un autre terme qui est le mot noise et qui va vouloir dire la nouvelle. Donc on pourrait aussi mettre en parallèle les évangiles, qui veut dire la bonne nouvelle. Donc est-ce qu'il y a un lien religieux avec le mot neige Mhm. et les évangiles? Voilà. Peut-être que On les verra. frères Grimm ont fait ce lien, ont Ouais, voulu établir ce lien, ou c'est simplement une simple coïncidence. il y a beaucoup de détails concernant les évangiles qui pourraient être attachés avec Blanche-Neige. Oui, Mais oui, oui, bah après, après, vas-y, ouais. ouais, non, c'était juste pour rebondir en fait sur le fait qu'il y a ce rapport avec la nuisée Mhm, bien sûr. qu'on retrouve dans le mot blanche ou blanc en allemand. Mhm, Euh, c'est particulièrement alors, quand on va faire en fait ce parallèle avec la Bible au moment de Adam et Ève qui se retrouvent nus et qui à la base ils sont nus mais qui n'ont pas honte. C'est-à-dire qu'en gros, leur nudité va exprimer beaucoup de choses en fait, hein, mais mhm, dans un sens on va dire plutôt figuratif, ça va être l'innocence, mais dans un même temps, ça va être aussi en rapport avec 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 le fait d'être pur de toute chose qui impurifie en fait l'être. Et quelque part, il est purifié. Et donc, il réussit à percevoir, il a une intelligence, une sagesse qui est complètement, qui n'est pas troublée en fait par des perturbations. Donc, il est parfaitement clair en fait, il est clairvoyant. Voilà. d'accord. Ça peut être d'une manière psychologique et morale, ça peut désigner la clairvoyance, le fait d'être nu.
on va retrouver la même chose avec le serpent, puisque le terme en hébreu qui est utilisé, c'est le mot arum. Arum, qui va désigner donc la nudité, qu'on retrouve donc chez Adam et Ève, qu'on va utiliser ce terme aussi. Mais pour le serpent, on va aussi dire que c'est la créature la plus rusée. On va le traduire par le mot rusé, le terme arum en hébreu, qui normalement on traduit par nudité. C'est comme ça d'ailleurs que André Chouraki, un grand traducteur de la Bible, de la manière, enfin, traducteur mot à mot de la Bible, qui a fait la façon la plus littérale possible. Il a traduit le mot arum pour le serpent comme étant nu. Et ça a donné en fait la phrase le serpent était la bête, la créature la plus nue du champ. Alors que les autres vont traduire ça par le serpent était la créature la plus rusée des animaux ou du champ. Voilà. D'accord, donc là, on n'est plus trop sur l'intelligence parce qu'on était sur la ruse. Là, on est plus du côté nu comme un ver, vraiment pas. On enlève tout ce qu'on connaît finalement et ensuite on repart de zéro. C'est pour ça qu'on est nu à la base, c'est ça? Voilà, là on peut le voir quelque part avec Adam et Ève, dans le sens où il y a aussi le sens restreint, dans le fait qu'ils sont vraiment nus, donc de manière physique, mais qui va désigner en fait le fait que c'est comme si que lorsqu'on sort du ventre de la maman, l'enfant est nu. Ça veut dire qu'il est complètement, il est prêt en fait à rentrer dans la vie. Et on va avoir une régénération, quoi. Vraiment voilà, c'est ça, une sorte de régénération. Mais que au niveau du serpent, j'aime bien comment en fait Pierre Lacour traduit le terme arum, parce que lui, il fait un croisement entre le fait d'être rusé pour le serpent et en même temps qui est nu. Parce que lui, il va dire, il met les personnes à nu grâce à la ruse ou grâce à sa sagacité ou à sa sagesse. Parce que quelque part, le serpent, contrairement à son croix, ça va désigner plus la sagesse. Et c'est d'où le terme arum qui va désigner ce rapport-là. Plus encore, c'est que le mot arum, ça va donner la racine ar, qui veut dire la peau. Oui. Donc ça a un rapprochement direct avec la peau, ça. Alors important. Après, on sait que le serpent mue, donc il enlève la première peau pour refaire une autre. Il change de peau. Il change de peau. Alors, c'est pas le seul dans le règne animal, hein, mais en tout cas, c'est quelque chose à noter. À noter, bien entendu. Bien entendu. Et puis c'est quelque chose, en fait, qu'on nous ramène aussi à Blanche-Neige, puisque c'est sa peau qui est blanche. Oui. Voilà. Donc on a établi ce rapport. Alors, quelque chose qu'on peut noter aussi, c'est que dans le conte original, pour ceux qui ne l'ont jamais lu, Blanche-Neige n'est pas réveillée par le baiser du prince, mais c'est le morceau de pomme qu'elle avait dans la gorge qui a été expulsé parce que les serviteurs qui ont porté le corps de Blanche-Neige trébuchent sur une racine. Et donc, le morceau de pomme qu'elle avait dans la gorge s'extirpe, et donc du coup, c'est pour ça qu'elle revit, plutôt que le baiser du prince. On peut du coup se dire que ce morceau de pomme, c'est un détail très symbolique, car il représente une libération spirituelle, entre guillemets, ce qui bloquait le souffle, donc le symbole de l'esprit, qui est enfin enlevé. Mais la pomme coincée, on appelle aussi justement la pomme d'Adam, donc ça rappelle aussi Adam et Ève. Bien sûr. Mais après, le terme donc pomme en hébreu tapouar va donner la racine pouar qui veut dire le souffle. Hein. Et on va rentrer plus tard dans ce rapprochement-là avec les trois couleurs alchimiques, donc l'œuvre noir, au blanc et au rouge. Et on verra qu'en fait, on a tous ces rapports notamment avec la pomme concernant donc le rouge. Parce que ça va désigner tout ce qui est de l'ordre de la maturation, c'est-à-dire tout ce qui a maturé, c'est-à-dire tout ce qui est devenu à terme, tout ce qui est arrivé à terme. D'ailleurs, les fruits, quand ils sont à terme, ils ont plus ou moins une teinte assez colorée d'une manière rouge ou voilà. Très souvent, c'est entre orange, rouge. Bon, on n'est plus dans ces
dans Alors, ces couleurs-là. Pourquoi après, avec Adam et Ève, on parle d'une pomme? Alors hmm, c'est surtout, pour beaucoup en tout cas, ce sont des mauvaises traductions à partir de la Vulgate. On va utiliser pour le terme, pour le fruit, on va utiliser le terme pomus, donc mhm, qui veut dire un fruit en latin, et le terme malum ou mala, qui a donné malus, pour la pomme. d'accord. Voilà. Enfin, en latin, le mot, mais ça va aussi désigner l'adjectif du mauvais, qui est mauvais. Parce que on rappelle que le mot pomme n'est pas explicitement dit dans la Bible, hein. C'est le fruit de l'arbre de la connaissance. Donc c'est vraiment un fruit. C'est ça, voilà, c'est pas C'est pas, explicitement voilà. dit. D'ailleurs, dans la Bible, il y a un point très intéressant, dans le chapitre 3 d'ailleurs, quand elle parle Mhm, avec le serpent, quand la femme d'Adam, elle mhm, parle avec le serpent, elle va dire que, en fait, à la base, quand on a l'ordre de Dieu à Adam qui dit ne touche pas aux arbres, enfin, ouais, aux arbres, en fait, tu peux manger, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne peux pas manger. Alors, pour le coup, on ne parle pas de fruits. Le terme fruit en hébreu, qui est péri, n'est pas utilisé. d'accord, Par contre, dans le troisième chapitre, celle qui va utiliser le terme fruit, péri, donc c'est la femme d'Adam, qui va dire, d'accord, pour répondre en fait au serpent, qui va dire pourquoi est-ce que Dieu vous a interdit de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mhm, et donc la femme d'Adam va répondre, en fait, Dieu nous a permis de manger tous les arbres, sauf celui de la connaissance, sauf les fruits. Et là, elle va répéter, elle va vraiment indiquer le mot péri en plus du mot et. Donc péri à et, c'est-à-dire le fruit de l'arbre. Enfin, c'est comme ça qu'on d'accord. traduit, hein. Ok, ok, Mais ok. il y a des subtilités dans les mots, dans les racines, parce que dans le mot et, qui veut dire enfin qui désigne un arbre, euh, Mhm, Pierre Lacour, lui, il va traduire ça par plusieurs points. Il va traduire ça par la substance ligneuse. Donc, c'est-à-dire, on n'est plus au niveau de l'arbre, on n'est plus au niveau de la branche, on est plutôt au niveau de sa substance, son essence, qui fait l'essence qui fait de l'arbre, en fait. La substance qui fait arbre, la substance d'accord, ouais. végétale. En réalité, qui fabrique ou qui forme l'arbre. Donc la Il y sève, aura, un peu, voilà, comme une forme. Ouais, c'est ça. ça sera plus de l'ordre peut-être de la sève. Ouais. Et Et pour le coup, en fait, il va aussi traduire ça par, parce que le mot être veut dire aussi des conseils. Ça va nous donner des conseils, conseiller quelqu'un, et donc un enseignement, apporter un enseignement. Donc quelque part, le fait de, lui, il traduit les arbres comme étant des tables d'enseignement. Il traduit les D'accord, arbres ouais. comme étant des choses qu'on peut, c'est-à-dire tous les arbres étaient en réalité des sortes de tablettes qu'on 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 s'instruisait. C'était des tablettes où on s'instruisait tout un tas de connaissances divines, mais D'accord. la connaissance du bien et du mal, d'où la connaissance, hein, du coup ça Mhm, rentre bien dans ce, dans ce rapport-là, mhm, où en fait la connaissance du bien et du mal, ça va être, ça va être désigné comme étant le mot péri qui est employé par la femme d'Adam, qui dit que là, on a le péri, c'est-à-dire on n'a pas le fruit. C'est pas le fruit, c'est ce qui est, c'est ce qui est à terme, comme on l'a vu, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est ce qui mhm, va arriver à terme. Et donc le fruit, c'est comme Pierre Lacour le traduit, c'est l'œuvre. Et là, ça nous renvoie à l'alchimie. Donc s'ils bien sûr. ont une instruction, c'est-à-dire que là, à ce moment-là, ils œuvrent, ils vont œuvrer. S'il y a une instruction dans les premiers arbres, dans les arbres qui ont le droit de faire connaissance, enfin, d'avoir connaissance, c'est uniquement de l'ordre de l'instruction intellectuelle. Mais par contre, quand ils vont rentrer dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, là, ils vont rentrer dans quelque chose de beaucoup plus matériel, qui vont donc ils vont produire, ils vont œuvrer. Ouais. Donc ils vont arriver, ils vont faire quelque chose, ils vont arriver à terme. Et quand le fruit arrive à terme, il tombe. Oui. Ils tombent de l'arbre. Et donc, c'est exactement ce qui s'est passé avec Adam et Ève, puisqu'ils sont tombés du paradis. Donc, on a ce rapprochement symbolique Oui. avec cette forme. Et donc, pour revenir à la racine et, qui désigne improprement, moi je dirais arbre, parce que pour le coup, on voit qu'il y a beaucoup de subtilité dans ce mot. En fait, le mot et, c'est du même ordre que le mot et que j'avais exprimé la première fois dans la vidéo d'avant.
Ouais. qui se trouve donc entre le ciel, et Hashamaïm, Ve'et Haaretz, c'est-à-dire la formation du ciel et la formation de la terre, mais que le mot et va désigner une substance universelle non spécifiée. Que pour le coup, c'est très abstrait. On n'a pas de forme corporelle ou individualisée ou spécifiée de cette chose-là. D'accord. Et tandis que pour le mot et, bah, ça va être du même ordre que le mot et, mais pour le coup, ça sera spécifié. Mais cette spécification, cette substance spécifiée sera au niveau du végétal. Parce qu'après, il y aura d'autres règnes, comme celui Bien sûr. du minéral et celui de l'animal, L'animal. ainsi que celui de l'humain. Donc il y aura d'autres mots qui seront accompagnés en rapport avec son règne. Et là, on va avoir donc le mot et qui sera donc la substance spécifiée au niveau du végétal, et que ces substances spécifiées, donc on va, si tu veux, le mot et, qui est la substance universelle non spécifiée, sera donc le aleph qui est la puissance potentielle qui est représentée par un point, et il sera accompagné de la croix qui est le et, donc le tav, hein, il y a aleph tav, et c'est pour ça d'ailleurs que c'est aleph tav, puisque c'est la première lettre et le tav de la dernière lettre. Et ces deux lettres vont former en fait un tout. Donc c'est universel. Et le D'accord. tav, c'est une croix. Donc en fait, le point, il va être au centre de la croix. Ce centre de la croix va indiquer un volume. Mais ce volume, cet espace, en fait, ça va donner un espace. C'est la croix, ça va donner donc un espace, un cube, une sphère, etc. Ça va donner, à chaque fois, c'est pour ça d'ailleurs, on a une croix à l'intérieur d'une sphère, très souvent, qu'on retrouve dans les anciennes écritures, par exemple les écritures phéniciennes, ou Ouais. même, on peut même aller beaucoup plus loin dans toutes sortes d'écritures, voire même préhistoriques, avec ce genre de croix. Et D'accord. que ça va annoncer un espèce de volume, un espace donc universel. Mais quand on va rentrer dans le mot Etz, eh bien là, on va avoir toutes ces choses-là qui seront limitées, puisqu'on va avoir le Aïn en rapport avec le Aleph, qui au début, le Aleph est purement spirituel, puisque c'est la puissance potentielle. Et le Aïn, ça va être la puissance potentielle qui s'est corporifiée, qui s'est matérialisée. Et donc, D'accord. et qui d'ailleurs, on va retrouver ça aussi au niveau des cornes, parce que c'est comme ça que le haïn ressemble, au niveau de sa forme, ça ressemble à deux cornes de taureau ou autre, qui va être utilisé d'ailleurs dans la hiérographie égyptienne avec le mot mer qui désigne la houe, une houe, pour pouvoir creuser les sillons, comme on avait D'accord. parlé d'ailleurs avec le taureau la Ouais. dernière fois, le bœuf qui crée les sillons dans la terre. Et là, ben, Mhm. on a une houe qui va créer les sillons, et cette houe, enfin, les sillons vont attirer l'eau. Donc l'eau va, D'accord. il y a un côté attractif. Donc Mhm. le haïn, contrairement au aleph, qui a un côté universel et très dilué, très développé, le haïn va avoir un côté contractif, un côté matérialisé et attractif. Et lorsque ça va indiquer un volume, mais qui est, pour le coup, le tsadé, qui complète en fait le mot et, qui veut, donc, qui veut dire l'arbre, hein, ça va désigner la limite, contrairement au et, qui n'a pas de limite, c'est-à-dire que c'est un espace non limité, donc non spécifié. Alors que là, ça va indiquer une limite. Et tout ça, ça va donner le mot arbre. En fait, le mot et, ça va donner l'arbre. Pourquoi? Parce que déjà, l'arbre, il est attractif quand Mhm. il est beau, Oui. il est attractif d'un point, et euh, il va donner naissance à des fruits qui sont toujours en volume Oui. déterminé. Voilà. Donc, on retrouve donc ces relations avec ces choses-là. Voilà. D'accord. Excuse-moi, ça a été long. Oui. Du coup, je voulais rebondir sur la pomme, que c'est Oui. pour ça que dans la pomme, on va avoir ce terme en hébreu qui est pouar, qui veut dire le souffle. Et parce que c'est soufflé, ça a pris volume en fait. Ça a donné une forme volumique. Voilà, ça a D'accord. donné un espace limité. Donc voilà. Et la pomme, elle est très bien représentative de ces choses-là. Donc, on est d'accord qu'il y a un lien entre la pomme coincée dans la gorge de Blanche-Neige, donc l'absence de souffle, et Oui, donc la c'est ça, pomme aussi entre c'est ça. niveau symbolique. Alors, si Mm. tu veux qu'on parle des trois couleurs alchimiques, voilà. Donc, on a le rouge, le noir et le blanc, du coup, dans cette introduction.
Ouais, qui est donc très symbolique au niveau alchimique. Alors, est-ce que c'est tu ça. peux nous en parler, Mika? Ouais, bah déjà, en fait, on voit que la couleur noire, elle est associée aux cheveux. Pourquoi aux cheveux? Parce que en réalité, quand on rentre dans la première phase, qui est la phase noire, l'œuvre noire, Mhm. on va avoir tout ce qui est de l'ordre de l'ordre du principiel. C'est une phase où en fait l'apparence initiale de la semence, elle va fixer, elle va commencer à se corporifier et donc à corporifier l'être indéfini. C'est un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure avec Mhm. le mot et et etz. C'est-à-dire et qui est indéfini et donc qui va être non spécifié et universalisé. Et tandis que on va rentrer dans et qui va être beaucoup plus terminé, beaucoup plus fixé à ce moment-là Mhm. et donc corporifié. Mais quoi qu'il en soit, l'œuvre noire, c'est le commencement d'une corporification. On n'est pas encore à la corporification finale, on n'est pas encore dans la matière. Et cette corporification va commencer à se fixer. Et ça va prendre l'aspect, cette fixation, cette corporification, va prendre l'aspect d'un tissage, qu'on retrouve d'ailleurs dans la tradition égyptienne avec la déesse Net, Ouais. qui va tisser la première matière du monde, ou encore donc la matière noire, hein, qu'on appelle comme ça. Première matière, Mhm. la prima materia en latin. Voilà. Et donc c'est pour ça que finalement, par analogie de forme, les cheveux vont faire penser à ce tissage Mhm. qui est formé, Bien sûr. qui va corporifier cette première matière. Donc ça c'est pour l'œuvre au noir, L'œuvre noire. Ouais. voilà. Et pour ensuite, pour continuer avec ce qui est la suite, qui est le Mhm. deuxième aspect, qui est blanc. Donc l'œuvre blanc. Ouais. Voilà, c'est ça par contre, ça va être toute la phase végétative et qui va donner pour le coup, ça va donner la forme et la corporalité à l'indéfini, qui va devenir défini. Ça va aussi donner la respiration et le nourrissement qui va donner la vie à l'être. Donc Mhm. là, il va y avoir vie en fait qui va commencer à s'opérer. Alors c'est associé à la peau, parce que du coup le blanc va Ouais. être associé à la peau, parce que c'est la peau qui va représenter cette délimitation, la Ouais, définition d'un espace. c'est ça. C'est ce qui va être fini, du coup. C'est ça. Et surtout qu'on voit que la peau, elle a cette particularité d'aspirer plus ou moins les rayons du soleil, hein. Je veux dire, C'est vrai. les pigmentations, ça bronze au soleil Mhm. parce il y a ce rapport entre la lumière du soleil et les pigmentations, de la qualité des pigmentations Mhm. de la peau qui permet en fait cette réaction chimique de la peau. Alors, pas tous, hein, c'est bizarre, Non, pas c'est tous. marrant d'ailleurs de voir ça, c'est que ceux qui sont très blancs, bah, du coup, rougissent. Oui, oui, C'est oui. Mais il y c'est a tout de marrant de même voir une ça. réaction. Il y a tout de même une Ouais, il y a une réaction parce réaction de toute il y a manière, une mais ouais. qualité, parce qu'on voit une qualité qui absorbe la lumière, justement, et cette lumière est Mhm. blanche. Donc, d'où cet rapport analogique et symbolique avec la peau de Blanche-Neige et la blancheur, et donc la Mhm. lumière. Ouais. Voilà. Donc Donc ça, c'est pour c'est ça, pour... on en revient aussi au live action de Disney. Blanche-Neige Latina, ça n'a aucun sens. bah, Euh, voilà. c'est... Ouais, Après, c'est sûr voilà, au qu'en niveau, en termes symboliques, ça perd beaucoup de sa splendeur, ça perd voilà. Alors, donc de sa qualité de lumière, etc. C'est certain, c'est certain. je reverrai plus facilement un dessin animé des années 40 plutôt qu'un live action. Même le Roi Lion de live action de Disney, ben, en fait, je l'ai vu une fois, et ben, j'ai pas envie de le revoir. Par contre, le Roi Lion de, de Walt Disney, ben, je le reverrai encore et encore. Ce serait pas, enfin voilà, c'est pareil. Oui, bien sûr, bien Donc, sûr. je pense qu'en enlevant des éléments symboliques qui on est d'accord que ben, le réalisateur n'a pas compris le symbole original de Blanche-Neige. Donc c'est vrai que pour lui, il a regardé, on le voit qu'il y a des éléments qui gardent, mais il y a des choses qu'il comprend pas, et donc du coup, bah, il se dit, bon, bah, je le mets comme ça, et puis voilà, on verra. C'est Et du ça. coup, bah, ça veut rien dire, et des fois, tu te dis, mais ça sert à rien. Donc bon, Ouais, donc on est d'accord que Blanche-Neige avec la peau blanche, ça fait sens, car le ouais. blanc, c'est quelque chose de fini. Ah C'est bah on va le garder symbole. l'essence symbolique des choses, hein. Voilà. Même ce que j'aime bien, je rajouterais ça, c'est, je fais une petite aparté, avec le Dis-moi. miroir.
Le miroir que la Oui. reine regarde, c'est bien fait dans le dessin animé parce que c'est un visage. Oui. On va voir un visage au niveau du miroir. En ancien égyptien, on a le terme Her qui va désigner un visage et Mhm. que symboliquement, ça va représenter le miroir. Le miroir de ce qui est reflété, de ce que reflète en fait tous les organes. Tous les organes du corps vont être représentés au niveau de la tête. C'est pour ça que d'ailleurs, en ancien égyptien, pour désigner des personnes, on va désigner 3 têtes au pluriel, D'accord. pour désigner plusieurs personnes. Donc il va y D'accord. avoir tout ce côté. On peut faire un lien aussi avec le miroir et le symbole féminin finalement. Oui. Car le symbole féminin universel, qui est un rond avec une croix en bas, c'est le miroir d'Héra. Ah oui, oui. Donc c'est vraiment quelque chose de très très féminin, Oui. le miroir. Bah, la lune, hein, c'est aussi ce qui La reflète lune. la lumière. Donc Mhm, forcément, bien sûr. il y a un aspect féminin dans cette notion de miroir. Après, Mhm, pour terminer, on pourrait voir ensuite la couleur rouge, qui est oui. au niveau de l'œuvre rouge et qui est associée aux lèvres. Alors, il faut savoir que l'œuvre rouge, c'est donc la finition du fruit, c'est la Oui. concrétisation. En fait, parce que là, avec l'œuvre noire, on a vu le début des choses, avec le tissage, cette matière, première matière. L'œuvre blanc, on a vu que c'est cette première matière qui commence à se fixer, à se corporifier, et qui va donc qui va donner naissance en fait à toute qualité de vie, et qui aspire et fixe la lumière rayonnée. Mhm. Et ensuite, avec l'œuvre rouge, c'est cette corporification qui va se mettre en animation. Et donc, La phase finale, voilà, c'est la ça. phase finale, c'est ça, la phase rouge, donc la phase finale, ça va être l'animation. Et ça va être donc la concrétisation de l'impulsion originelle. Et donc, qui à la base est abstraite, c'est l'impulsion originelle, mais qui va prendre forme particulière. Donc, du coup, c'est pour ça que ça va mûrir et ça va donner le fruit. Mm. Et C'est la finition. C'est comme une c'est voiture, on ça. fait la couleur, quoi. C'est vraiment Voilà, la, c'est ça. voilà, quelque chose de l'ordre de la perfection. Exactement. C'est exactement Alors ça. après, ça peut être abstrait dit comme ça, mais en vrai, les 3 couleurs alchimiques sont des phases, on peut le dire, des phases même de notre vie, hein. Donc là, c'est imagé avec Blanche-Neige, mais on peut le faire par rapport à notre expérience. C'est-à-dire que l'œuvre au noir, c'est comme si on traversait une période difficile qui nous oblige à tout remettre en question. On a tous eu ce sentiment-là de retomber de zéro et de se dire bon, qu'est-ce qui va se passer après? Oui, Ensuite, l'œuvre blanc, c'est comme si on avait surmonté l'épreuve. Donc, on a cette œuvre noire qui nous détruit, l'œuvre blanc qui fait apparaître l'espoir et se dire bon ben si je fais ça, ça peut faire mieux, ça peut être mieux pour moi, machin. Et l'œuvre rouge, c'est la perfection et donc l'accomplissement, la réalisation c'est ça, la du plein potentiel. réalisation. La réalisation, alors, c'est représenté par les lèvres, Mhm. la bouche. Pourquoi pourquoi c'est la bouche uniquement qui est rouge? Parce qu'en réalité, la bouche va désigner cette division. Parce qu'une fois que tu as pris conscience de toi-même, de ton individualité, Ouais, une fois que tu es arrivé donc à ta perfection, hein, que tu bien es sûr. enfin corporifié, que tu es enfin mis à l'existence, tu vas prendre conscience de ton individualité et tu vas prendre conscience en fait des formes, c'est-à-dire des autres. Et donc à ce moment-là, il va y avoir comparaison. Dès qu'il y a comparaison, il y a dualité Bien et sûr. donc il y a division. Opposition et Il va y division. Ouais. avoir, voilà, division, il va y avoir rapport avec les autres. Et donc, ce rapport est double, puisque c'est pour ça que la bouche va désigner cette division, donc parce qu'il y a 2 lèvres, déjà, dans un premier Mhm. temps, et qu'en plus de ça, ça va être le conduit du poumon et de l'estomac, qui donne le souffle, pour le coup. Mhm. Voilà, et qui a fait naître le verbe, puisque le verbe, c'est la finition de, du caractère divin, du souffle divin, voilà, puisque c'est le fils, le fruit. Comme ça que d'ailleurs en hébreu, bar, ça veut dire fils, bar en hébreu, mais ça veut dire aussi le fruit. D'accord.
Voilà. D'accord, Donc, ok, ouais, donc tout se tient en fait, tout est tout lié. se tient. Mais là où c'est plus intéressant, c'est que la reine, elle va donner une pomme empoisonnée qui va Mhm. avoir une première partie rouge et une autre partie blanche. Et elle, pour la C'est vrai. piéger, elle va couper la pomme en deux. Elle va dire, Mhm. la reine, elle va prendre la partie blanche, elle va la manger. Et donc, Blanche-Neige, elle va prendre la partie rouge et elle va la manger. Et là, elle va être empoisonnée et mourir. Et C'est vrai. ces choses-là désignent un autre aspect. C'est-à-dire qu'on va avoir la reine, elle, qui va rester fixée, parce que quand on est dans l'œuvre blanc, on est dans cette volonté d'accomplissement. On n'est pas encore Oui, totalement accompli. c'est Mais vrai. malheureusement, si on reste uniquement axé là-dessus, on n'arrive jamais à s'accomplir complètement. Mhm. Donc on retourne toujours dans les mêmes schématiques. Exactement comme elle le faisait à chaque fois, elle va retourner vers son miroir plusieurs fois de suite, parce qu'elle C'est vrai. retourne toujours dans le même schéma, en lui Mhm. demandant qui est la plus belle, qui est la plus belle, qui est la plus belle. Donc elle tourne en rond, voilà, elle fait une boucle sans fin de son schéma. On dit que Blanche-Neige, elle, une fois qu'elle est arrivée à son accomplissement, comme toute chose, elle tombe, elle meurt, pour Mhm. donner forme, pour donner vie à autre chose. Comme quand un corps meurt, sa dépouille va être, euh, du coup, ça va se désagréger et ça va Oui. donner, elle va être utilisée, le corps va être utilisé comme un nourrissement donc de la terre. Et à Oui. partir de là, d'autres éléments du vivant vont germer. Et donc, il y a une régénération, une résurrection. C'est Mhm. comme ça que Blanche-Neige revient en fait à la vie. Parce que d'abord, une fois qu'elle a accompli la chose, elle va mourir pour revivre, pour faire revivre une autre partie d'elle-même. Ouais. C'est un cycle C'est ça. infini. Ça va donner l'histoire du cycle, exactement. C'est comme dans la mythologie égyptienne, quand pensaient qu'on n'était que de passage. C'est la vie après la mort était même plus importante que la vie actuelle, en fait. Oui, Donc, on peut se dire ça aussi. c'est ça. Dans le conte des frères Grimm, il y a 3 stratagèmes qui est mis en œuvre pour tuer Blanche-Neige. Donc, il n'y en a pas qu'un, il n'y a pas que la pomme. Il y a le peigne à cheveux et le lacet de corset. Est-ce que tu veux Oui, nous en parler, Mika? il y a beaucoup de choses à dire concernant déjà avec le lacet qui est multicolore Mhm. et qui va donc étouffer, puisqu'on a vu que l'œuvre blanc, puisque là, chaque mort en fait va se préoccuper, parce qu'il y a 3 morts qui Ouais. vont correspondre en fait à chaque couleur alchimique et Mhm. donc à chaque œuvre. Donc on va avoir l'œuvre noire qui correspond aux cheveux, qui va être avec le peigne, l'œuvre blanc qui correspond donc au lacet et le corset qui va étouffer Blanche-Neige, le corset, donc le lacet multicolore qui va Exactement. C'est multicolore, ça, donc les 7 couleurs ça qui qui est sortent du important. blanc, C'est bien ça. sûr, Parce que l'association de toutes les couleurs, ça donne le blanc. Donc c'est pour ça que. voilà. Et puis on va avoir pour finir l'aspect rouge qui est avec la pomme. Bon, on a défini l'aspect rouge et la mort de la pomme, donc je pense que sur ça on l'a bien Ça, je développé. pense qu'on a Voilà. pas mal. Ouais, mais après, voilà, il y a tout un autre truc, d'autres aspects au niveau donc de ces 2 morts-là qui sont très intéressants, qui demanderaient un très très long développement. Donc, ce Mm. sera peut-être pour ceux qui, enfin, voilà, pour si Voilà. ça, N'hésitez pas en commentaire si vous voulez qu'on discute de ça. Il y a aucun souci. ouais. Il y a aussi, dans le conte des frères Grimm, il y avait le fait de ramener le cœur, pas que le cœur, mais le poumon et le foie de sa fille, Mm, qu'elle cuisinait et mangeait ensuite. Donc ça, c'est quelque chose d'assez symbolique aussi, oui, parce que la reine, en voulant consommer uniquement donc le blanc et le rouge, sans passer par le noir, cherche un raccourci spirituel. oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, puisque C'est une le poumon voie sera plus de l'ordre du blanc, puisque c'est un muscle blanc, et exacte. le foie, qui est un organe rouge, hein, Mm, d'ailleurs, c'est le foie qui fait la distillation donc du sang, qui va épurer le sang c'est ça. d'un globule blanc et rouge, et donc forcément, il y a ce rapport rouge avec le foie. Voilà. Mais Donc sans c'est passer par le blanc. une voie facile vers la beauté et la perfection sans accepter l'état difficile de la transformation intérieure. Donc Ouais, c'est ça la complexité de la chose. exact, c'est ça. C'est ça. Donc,
Mais oui, après, on pourra même peut-être développer dans une autre vidéo le rapport avec le 7 et avec les nains, les 7 nains aussi, qui sont hyper intéressants, Exactement. à rapprocher avec les Néphilim qu'on retrouve dans la Bible aussi. Donc Il y a les 7 jours c'est- du Christ aussi, hein. voilà, ouais, les 7 jours de la Il y a création. 7 jours de la Euh, création, il y a plein de on peut choses faire un, à voir. ouais, on peut même faire un parallèle avec le fait qu'elle s'est reposée dans le septième lit Oui, du septième nain parce bien qu'il sûr. était à sa taille. Il faut savoir Mmh, aussi qu'elle avait 7 ans, Blanche-Neige. voilà. Et quand on dit que Dieu, en fait, il a créé le monde en 6 jours et que le septième, il s'est reposé, on peut établir tout de suite le parallèle Mmh, entre les deux aspects allégoriques. bien sûr. On peut du coup parler, vu qu'on a parlé des 7 nains, on peut parler de la fin de Blanche-Neige, c'est-à-dire quand elle est dans un cercueil en verre. Mm. Donc, on sait que les nains refusent d'enterrer Blanche-Neige, préfèrent le placer dans un cercueil transparent afin qu'on puisse le voir de tous les côtés. Ça ressemble beaucoup aux reliquaires dans les églises, où il y a des corps de saints qui sont exposés pour les fidèles, que les fidèles puissent les voir finalement. Et on peut faire un parallèle avec Marie-Madeleine, qui elle-même a ses reliques exposées dans une basilique en France, à Saint-Maximin la Sainte-Baume. Mm. C'est dans le Var, à côté de Marseille. Donc, comme Jésus crucifié sur le Golgotha, les nains écrivent son nom en lettres d'or et ajoutent qu'elle est princesse fille d'un roi, ce qui rappelle l'inscription Ieneri, donc en latin, qui est sur la croix de Jésus, qui signifie Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Il y a des parallèles avec les évangiles aussi, Oui, euh, aussi. qui, qui peut être intéressant. Voilà. Donc, si là, on arrive vers la fin, je pense on n'a pas tout dit, ça c'est sûr et certain. Il y a beaucoup de choses à traiter, mais là, je pense qu'on va déjà dégrossir pas mal de choses. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à s'abonner à la chaîne. Surtout, si vous voulez une partie 2, voilà, ce serait intéressant de savoir si vous voulez d'autres vidéos comme ça. Euh, il y aura d'autres choses à traiter, comme Marie-Madeleine aussi. Il y a les 7 nains qu'on n'a pas trop, on n'est pas rentré trop dedans non plus. Et ben, j'étais ravi d'être avec toi pour parler de Blanche-Neige, Moi en tout aussi, cas. pareil. Ouais. Ça a été un plaisir. Ben, écoutez, n'hésitez pas à commenter, à partager autour de vous si ça vous a plu. Et ben, je te remercie encore une fois, Mika. Et ça me fait très plaisir de faire ça aussi. Plaisir partagé. Au revoir, messieurs, dames. Au revoir. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Et à bientôt. À bientôt. Ciao, ciao.